Une seule collaboration peut soit relancer une carrière de youtubeur déjà au point mort, soit mettre fin à celle de quelqu'un qui vient à peine de commencer. Je suis Ryan Pictures, voici 7 collaborations qui ont transformé l'image de ces youtubeurs, en commençant par un partenariat ayant créé une marque d'1 milliard de dollars à partir d'une rivalité de boxe. À la fin de 2017, Logan Paul était l'une des personnes les plus détestées d'internet, tout ça à cause d'un seul vlog. Il s'était rendu dans la forêt d'Aokigahara, au Japon, et pendant que son équipe filmait le voyage pour en faire du contenu, il a découvert une personne décédée. Mais au lieu d'éteindre la caméra et de signaler la situation aux autorités locales, Logan a continué à filmer et même allé jusqu'à inclure les images dans son vlog, aujourd'hui supprimé. La réaction a été intense, car d'autres créateurs ont condamné ses actions. Très troublant, vraiment irrespectueux, il zoome sur le corps, fait des blagues bizarres autour. Logan, c'est carrément un sociopathe. Alors que des célébrités comme Sophie Turner ont qualifié Logan Paul de trou du cul gargantuesque, mais le contre-coup est allé bien au-delà de la simple critique, puisque YouTube a suspendu la publicité sur la chaîne de Logan Paul et l'a même retiré du programme Google Preferred, qui vend de la publicité premium pour les 5% de youtubeurs les plus populaires. Logan a finalement supprimé la vidéo et a présenté ses excuses, mais le mal était irréversible. Et à ce moment-là, il était l'un des youtubeurs les plus détestés d'internet. Et puis KSI est entré en scène d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Après avoir remporté un combat de boxe contre un autre influenceur britannique, Joe Weller, et avoir reçu la ceinture de champion de boxe YouTube, il a défié les frères Paul pour un combat. Évidemment, si j'ai cette ceinture en ce moment, si un autre youtubeur la veut, il peut venir la chercher. Jay Paul! Jay Paul! Logan Paul! N'importe lequel des frères Paul, je m'en fiche. Et Logan a accepté. Le premier combat a eu lieu à Manchester le 25 août 2018, et il s'est terminé sur un match nul. Près d'un an plus tard, ils se sont retrouvés pour un match revanche au Staples Center à Los Angeles le 19 novembre 2019. Et cette fois, KSI a gagné par décision partagée. En provenance du Royaume-Uni, Nightman. Les deux matchs ont obtenu des millions de vues sur YouTube, avec un total de plus de 54 millions de vues pour les deux vidéos. Et KSI et Paul ont tous les deux touché un minimum de 900 000 $ selon leur contrat avec la commission athlétique de l'État de Californie, même si leurs gains finaux issus du combat devraient être bien plus élevés. Mais ce n'était que le début de leur collaboration, car en 2022, ils ont réservé une surprise encore plus grande à leurs fans. Lors d'un live Instagram le 4 janvier, ils ont annoncé qu'ils étaient désormais partenaires commerciaux. Nous avons créé notre propre entreprise de boissons. Oui! Leur marque s'appelait Prime Hydration, qui se concentrait sur les boissons énergisantes, et l'idée était simple. Avec plus de 40 millions d'abonnés YouTube à eux deux, KSI et Logan Paul pouvaient utiliser leur immense influence et lancer quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu construire seul. La boisson a été lancée en magasin et en ligne à travers le Royaume-Uni et les États-Unis le 8 janvier, et en raison d'une demande écrasante, elle a été écoulée en quelques heures. À la fin de 2022, Prime Hydration aurait dépassé les 250 millions de dollars. 2 $ de chiffre d'affaires. En 2023, ce chiffre dépassait 1 milliard, avec 1 milliard de bouteilles vendues en novembre, faisant de Prime Hydration l'une des marques de boissons à la croissance la plus rapide de l'histoire. Même l'UFC les a signés comme partenaire marketing mondial, tandis qu'ils étaient en tête d'affiche de leur propre gala de boxe à Manchester la même année, avec KSI contre Tommy Fury et Logan contre Dylan Dennis lors de la même soirée. Et en 2024, la première chose à laquelle les gens associaient Logan Paul n'était plus la vidéo de la forêt. Le duo était devenu une marque valant 1 milliard de $ avec une influence internationale. Le genre de crédibilité que la plupart des créateurs n'arrivent que rarement à atteindre. Alors que Logan et KSI ont prouvé qu'une rivalité pouvait devenir une marque valant 1 milliard de $, la prochaine collaboration montre ce qui se passe lorsque deux créateurs proches finissent par se rendre la vie misérable après une seule vidéo. En décembre 2019, Nikocado Avocado, un youtubeur spécialisé dans les mukbangs comptant environ 4,5 millions d'abonnés, a tourné une vidéo avec deux autres youtubeurs, Stephanie Su et Zach Choi. La vidéo s'intitulait « Défi des 10 paquets de nouilles épicées » avec Zach Choi et Stephanie Su, et dans ce clip apparemment innocent, les trois plaisantaient ensemble tout en consommant une énorme quantité de nouilles épicées. Mais à certains moments pendant le tournage, Nikocado a commencé à poser des questions gênantes, ce qui a clairement mis Stephanie Su mal à l'aise. Mais maintenant je me sens étrange, comme si
Tu sais, est-ce que tu aimes regarder dans le viseur? J'essaie de ne pas le faire, mais parfois je dois. Ouais, ça te rend narcissique de te regarder dans le viseur? Et après ça, les choses se sont rapidement dégradées. 3 jours seulement après la collaboration, elle a mis en ligne une vidéo de 47 minutes intitulée « Pourquoi j'ai peur de Nikocado Avocado ». Dans cette vidéo, Stéphanie a accusé Nikocado de l'avoir poussée à exposer une autre youtubeuse avec qui elle avait déjà eu des conflits. Nick le dit de façon très affirmée. On va parler de Véronica et on va tout révéler. Et j'étais un peu confuse parce que je me disais « Wow, quoi ?» Alors j'ai tout de suite dit « Non, non ». Ainsi que de la manipuler devant la caméra parce qu'elle refusait de parler de sa polémique passée impliquant Véronica, qui est une autre youtubeuse mukbang. Il avait l'air encore plus offensé. Il me regardait avec un air tellement choqué. Genre, j'arrive pas à croire, mais t'as dit que tu voulais en parler et maintenant tu ne veux plus. Je continuais d'essayer de lui montrer que j'étais mal à l'aise. Je tentais d'alléger l'ambiance avec des blagues et de nous donner à tous une porte de sortie de cette conversation sans que ça se termine de façon gênante. Mais c'était des questions qui fusaient sans cesse. C'en était au point où Stéphanie avait l'impression de marcher sur des œufs. N'importe quoi pouvait être utilisé contre moi et j'avais l'impression que tout ce que je disais, même l'arrêt de Nick, il l'utiliserait pour faire une vidéo pour tout balancer ou me menacer avec. Je ne sais pas, j'avais juste peur. Et quand elle a annulé leur future collaboration, Nakakado a commencé à la menacer avec une publication sur Instagram disant ceci. Et la première chose, c'est sa publication Instagram qui est toujours en ligne au moment où je filme ceci et je vais la mettre juste ici et il dit « Je suis à ça de faire une vidéo pour tout balancer. Est-ce que je devrais? Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? » Tellement impoli, tellement égoïste et irrespectueux. Et ensuite, il a publié une story avec un écran noir. Je vais balancer des potins, les gars. Vous allez pas croire l'audace que certaines personnes peuvent avoir, mais j'ai plein de preuves et d'extraits audio. La vidéo est rapidement devenue virale, accumulant plus de 17 millions de vues à ce jour. Et Nakakato a immédiatement répondu avec une réfutation de 90 minutes, qualifiant chaque accusation de totalement inventée, y compris celle selon laquelle il aurait fait pression sur Stéphanie pour qu'elle expose Véronica. Elle veut que ses spectateurs croient qu'elle ne discuterait jamais de Véronica. Eh bien, elle a oublié de mentionner et de montrer dans ses messages. Voilà mon autre téléphone qui... Elle nous a demandé, à moi et à Zach, de participer à un documentaire en plusieurs vidéos sur Veronica Wang dans le style de Shane Dawson. Avec des messages comme preuve. Et puis, le 2 janvier 2020, Stéphanie est revenue avec une vidéo de suivi de 52 minutes intitulée « Comment Nick Okato nous a tous manipulés », révélant comment tout le monde, y compris Zach Choi, a été trompé par Nick. Elle a montré les messages entre elle et Zach où elle l'interrogeait sur la situation avec Véronica, dans lesquels Zach a dit ce qui suit. Tellement de fois, selon vous pariez même, parce que il disait toujours qu'il resterait loin de Véronica parce qu'il savait que ça te mettrait mal à l'aise. J'ai donc été très surprise quand il a voulu clarifier les choses et en parler, agissant comme si tu voulais absolument parler d'elle et avait prévu la discussion. En conséquence, la communauté en ligne a réagi vivement avec des commentaires comme « Ce type, à mon avis, méritait le prix du youtubeur qui n'est pas assez détesté ». Un autre utilisateur était d'accord disant « Je sais, il mérite bien plus de haine. On dirait vraiment que la nourriture lui grille le cerveau ». Les étiquettes de manipulateur et harceleur sont restées associées à Nikocado pendant les 5 années suivantes. Puis, en juin 2025, Nikocado a finalement abordé toute la situation dans une vidéo intitulée « Révéler ce qui s'est vraiment passé avec Stéphanie Soo », où il s'est excusé pour ce qu'il avait fait. J'ai été immature, j'ai été méchant, j'ai pas été professionnel, j'ai été enfantin, j'avais tort. Stéphanie, je suis sincèrement désolé. J'ai vraiment dépassé les bornes en réagissant ainsi quand tu n'es pas venu filmer. J'étais trop absorbé par l'idée d'obtenir du contenu croustillant pour ma chaîne. Et inclure aussi d'autres malentendus que les gens avaient à propos de cette histoire. Ces contre-arguments sont arrivés 5 ans trop tard pour changer quoi que ce soit, car pour la plupart, Nick n'est pas digne de confiance. Nick est connu pour sortir les choses de leur contexte et déformer les propos. Je ne ferai pas confiance à ce qu'il dit. Si tu t'intéresses à lui, ou même si tu l'écoutes vraiment, tu lui donnes de l'attention et tu tombes dans son piège. Arrête simplement de lui accorder de l'importance et laisse-le tranquille. Ce que j'en retiens, c'est qu'Avocado est quelqu'un qui utilise les gens et qui provoque volontairement la colère des autres. Mais aussi grave que cela ait été, le conflit entre Nikocado et Stéphanie ne concernait que d'eux.
Mais sa situation suivante a attiré des millions de spectateurs, 2 autres créateurs très connus, et a failli mettre fin à plusieurs carrières en même temps. Tati Westbrook est une pionnière de la beauté sur YouTube avec près de 8 millions d'abonnés, tandis que James Charles est l'un des plus grands youtubeurs dans le domaine de la beauté et du maquillage, avec près de 24 millions d'abonnés. Les 2 stars de la beauté sur YouTube sont amies depuis 2016, quand Tati Westbrook est devenue la mentor d'un James Charles alors inconnu, qui lui a envoyé des messages privés après être devenu viral en refaisant ses photos de fin d'année avec une ring light pour que son enlumineur ressorte bien. Le point de rupture a commencé à Coachella en avril 2019, lorsque James Charles a publié une story sponsorisée sur Instagram pour une marque de vitamines appelée Sugar Bear Hair. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à Sugar Bear Hair. Ils viennent de sortir de toutes nouvelles vitamines véganes pour le sommeil et tout d'abord, elles ont un goût incroyable. Le souci, c'est que Sugar Bear était un concurrent direct de Halo Beauty, la marque de compléments alimentaires que Tati Westbrook avait lancée l'année d'avant. Après la sortie de la vidéo, Tati Westbrook a publié un clip, désormais supprimé, sur sa propre story Instagram, dans lequel elle disait passer une journée pourrie et se sentir vraiment perdue et très seule dans l'industrie, parce que les gens s'utilisent constamment les uns les autres pour avancer. 2 jours plus tard, James Charles s'est excusé publiquement sur Instagram. « Je veux présenter mes excuses à ma proche amie Tati. Elle a été comme une mère pour moi depuis mes premiers jours dans cette industrie et m'a donné plus d'amour, de soutien, de ressources et de conseils que je n'aurais jamais pu espérer. J'ai soutenu Tati aussi bien en ligne qu'en dehors, comme elle l'a fait pour moi. Et je suis dévasté d'avoir blessé quelqu'un que j'aime vraiment et pour qui j'ai un respect infini. » Cependant, Tati n'était pas prête à lui pardonner. Le 10 mai 2019, elle a mis en ligne Bye Beesister, une vidéo de 43 minutes qui allait bien au-delà de la publicité pour Sugar Bear. Dans la vidéo, Tati a parlé de l'incident et a expliqué pourquoi elle s'est sentie autant blessée par les actions de James. Tu sais, James Charles, il a eu 9 jours après Coachella pour me parler. Il sait où j'habite, ce n'est pas loin de chez lui. Il aurait pu venir m'en parler directement, sachant que ça me blesserait. Et pourquoi elle croyait que tout cela était simulé? C'était un mensonge flagrant, franchement, enfin. Tu es allé à Coachella, tu as eu un problème de sécurité, et comme par magie, Sugar Bear Hair était là avec un contrat en main pour te sauver, toi et toutes tes amies. Aucune entreprise ne ferait jamais l'effort d'avoir, tu sais, quelques passes supplémentaires qui coûtent des milliers de dollars chacune, juste au cas où. Il y a un intérêt là-dedans, il y a un échange de bons procédés. Tout cela avait été orchestré à l'avance, mais il a eu un conflit émotionnel à cause de moi et des promesses qu'il m'avait faites en coulisses. Cependant, l'accusation est allée bien plus loin lorsque Tati a commencé à accuser Charles d'inconduite sexuelle. Tu as essayé de tromper un homme hétéro en lui faisant croire qu'il est gay. Tu utilises ta célébrité, ton pouvoir, ton argent pour jouer avec les émotions des gens. Tu les menaces de les ruiner, tu les menaces de les humilier. Et tu fais ça pour les pousser à avoir avec toi le comportement sexuel que tu veux, même s'ils sont hétéros. Tu sais quoi? Ce n'est pas acceptable. Ce comportement n'est pas acceptable. En réaction à la vidéo de dénonciation de Tati, James publie une vidéo d'excuses de 8 minutes. La vérité n'a vraiment aucune importance. Les sentiments comptent. Quoi qu'il soit arrivé, j'ai blessé 2 personnes très importantes. Elles m'ont été très fidèles et je les ai trahies. C'est dur, je ferai tout pour revenir en arrière. Mais les dégâts causés à sa réputation étaient irréversibles. Il a perdu 1 million d'abonnés pendant la querelle. Et à un moment donné, c'était la vague de désabonnements la plus rapide de l'histoire de YouTube. Mais James n'était pas encore prêt à abandonner. Le 18 mai 2019, il est revenu avec une vidéo de 41 minutes intitulée « No More Lies », dans laquelle il répondait à chacune des accusations formulées par Tati concernant le contrat avec Sugar Bear Hair. Contrairement à ce que Tati a dit dans sa vidéo, toute cette situation n'était certainement pas un grand complot orchestré à l'avance. C'est vraiment arrivé sur le moment. L'équipe de Sugar Bear Hair m'a envoyé la proposition immédiatement. Aucun argent n'était en jeu. Et sans avoir le temps de négocier, pris de panique, j'ai signé. Et c'est tout. Il a également révélé qu'après l'incident, il avait essayé de contacter Tati en privé, sans succès. J'ai fait d'innombrables tentatives pour envoyer des messages à Tati et à son mari James, ainsi que de nombreux appels téléphoniques pour essayer de les joindre, mais ils n'ont jamais répondu. Après, Tati a déclaré le lendemain. J'ai été en contact avec James Charles via une tierce personne au cours de la semaine écoulée. Et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre communauté, de nos spectateurs et de notre propre santé mentale de mettre un terme à cette affaire. Et elle a supprimé la vidéo Bye Beesister.
Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le 30 janvier 2020, Tati a mis en ligne une nouvelle vidéo intitulée Breaking My Silence, et cela a tout remis en perspective. Dans la vidéo, elle a dit que d'autres s'étaient servis d'elle pour attaquer James. Même si j'étais vraiment contrariée qu'il ait accepté un partenariat avec le plus grand rival de ma marque, Halo Beauty, je n'ai pas fait ma vidéo à cause des compléments alimentaires. Je l'ai faite à cause de tous les mensonges toxiques que Shane Dawson et Jeffree Star m'ont racontés. Et pour ceux qui ne le savent pas, Shane Dawson est un grand youtubeur spécialisé dans les documentaires, avec plus de 18 millions d'abonnés, tandis que Jeffree Star est un créateur de maquillage et de cosmétiques avec plus de 15 millions d'abonnés. La raison pour laquelle ils l'ont fait est celle-ci. Je pense maintenant que Jeffree et Shane étaient tous les deux extrêmement jaloux du succès de James Charles. Jeffree en voulait beaucoup, car son activité tournait autour de son plus grand rival. Et Shane n'aimait pas que James Charles veuille faire un documentaire. Aucun d'eux n'était plus satisfait de rester dans son ombre sur YouTube. Finalement, Tati a présenté ses excuses à James. Je suis tellement désolée de m'être laissée empoisonner et utiliser contre toi. Je suis désolée d'avoir cru à leurs mensonges. Croire à ces mensonges et me laisser manipuler au point de faire cette vidéo est l'un des plus grands regrets de ma vie. Après la révélation, James s'est relevé tandis que Tati a perdu la confiance de la majorité de son public. Beaucoup estimant qu'elle seule aurait dû être annulée pour sa vidéo homophobe sur James Charles, à laquelle tant de gens ont cru, puis pour avoir rejeté la faute sur d'autres. Comment avons-nous pu être autant trompés par elle ? Mais Shane Dawson et Jeffree Star ont subi les plus gros dégâts à long terme suite à ce retournement. Jeffree a perdu plus de 100 000 abonnés sur YouTube, et sa marque, Jeffree Star Cosmetics, est sortie du top 100 des marques les plus recherchées de l'année, enregistrant une baisse de 72% par rapport aux résultats des années précédentes. Outre d'autres polémiques, la vidéo de Tati a fait perdre plus d'1 million d'abonnés à Dawson en 2 semaines. Et ses livres et ses produits de maquillage ont été retirés des boutiques en ligne. Mais surtout, ces incidents ont changé la perception du public envers ces youtubeurs, désormais jugés manipulateurs et malhonnêtes. Avec les commentaires les plus marquants, disant qu'il est franchement terrifiant de voir à quel point le récit a été facilement modifié à plusieurs reprises par Jeffree, Shane, James et Tati. Ce sont des génies pour faire du gaslighting et manipuler l'opinion publique. Alors que la collaboration entre James et Tati ne concernait que des adultes, la situation suivante était plus délicate car l'une des personnes était mineure. Bobhouse a été lancé en décembre 2024 en tant que collectif de créateurs basé en Floride, fondé par Sophie Rain ainsi que sa cousine Aisha Sophie, avec la cofondatrice Camila Ororo, la même fille qui est devenue populaire après être apparue dans la vidéo Squid Game de MrBeast. Exactement comme au milieu. Tu ne trouves pas ça problématique? Umbrella, as-tu seulement vu le jeu? Le nom Bop vient de Batty on Points, et la maison a été ouvertement comparée à un manoir Playboy version Génération Z. Donc il n'a pas fallu longtemps pour que leur TikTok atteigne 3,6 millions d'abonnés depuis son lancement. La collaboration qui a posé problème a eu lieu en février 2025, lorsque Sophie Rain et la Bobhouse ont publié du contenu TikTok avec la youtubeuse Piper Rockell, qui à ce moment-là avait 17 ans et était encore mineure légalement. Piper avait grandi sur YouTube en tant qu'influenceuse enfant, grâce à un collectif de créateurs appelé The Squad. Et en février 2025, Piper avait toujours des millions d'abonnés sur TikTok et YouTube, dont beaucoup étaient encore des enfants. Puis, peu après avoir eu 18 ans en décembre de la même année, Piper a officiellement rejoint la Bobhouse, après quoi elle a immédiatement laissé entendre qu'elle lancerait un compte OnlyFans le 1er janvier 2026. Le 1er janvier, Piper restera la même, avec juste un lien de plus dans sa bio. Et cela a encore plus attisé la polémique en cours. Comme l'a dit un utilisateur de Reddit, on spéculait que Piper commencerait du contenu pour adultes dès qu'elle aurait 18 ans, et voilà, c'est ce qu'elle fait maintenant, et elle fait partie de la Bobhouse. Peut-on parler d'à quel point c'est dégoûtant qu'une Sophia Rain de 23-24 ans traînait avec elle depuis qu'elle avait 17 ans, et la soutient maintenant dans la création de contenu explicite. Taipei a finalement lancé son OF le 1er janvier 2026, et aurait gagné près de 3 millions de dollars en une seule journée. Mais cela a déclenché une autre rumeur, car des gens ont spéculé que Sophie Rain avait forcé Piper à lancer sa propre page, et qu'elle prenait une part de ses gains sur OF. Mais Piper a rapidement répondu à la rumeur en disant « Je ne suis pas sous contrat, et personne ne prend une part de mon argent. Sophie n'a pas influencé ma décision. » Après cela, Sophie Rain a finalement quitté la Bobhouse, mais cela n'a pas changé l'opinion du public sur le groupe. Les gens parlent de tremplin vers OF car cela attire les adolescents, puis oriente les spectateurs vers leur compte OnlyFans.
Et la Bop House n'était pas la seule collaboration visant les enfants. MrBeast, Logan et KSI ont également lancé un produit spécialement pour les enfants. Mais cela s'est retourné contre eux seulement quelques jours après sa sortie. Le 16 septembre 2024, MrBeast, Logan Paul et KSI ont annoncé conjointement Lunchly, une marque de repas préemballés qu'ils ont présenté comme un concurrent direct de Lunchables. Pour ceux qui l'ignorent, les Lunchables sont des kits de repas préemballés à assembler soi-même. Ils contiennent généralement des choses comme des crackers, de la charcuterie, des fromages, des friandises et certains incluent une petite boisson. Chaque boîte Lunchly était accompagnée d'une barre chocolatée Feastables et d'une petite bouteille Prime Hydration de Logan Paul et KSI. Et selon les fondateurs, Lunchly est une meilleure option pour ceux qui recherchent un choix pratique et plus sain comparé aux Lunchables, visant les parents soucieux de la santé qui veulent offrir quelque chose de meilleur à leurs enfants sans culpabilité. Le trio a même réalisé une vidéo comparant Lunchly aux Lunchables pour montrer que leur produit est bien supérieur. Contre les Lunchables. Avec Lunchly, vous obtenez 2 fois plus de boissons. Prime n'a pas de sucre ajouté, plus d'électrolytes et plus de vitamine B. Bar crunch. Wow. Les légumes sont croquants. Ouais. En débutant par les ingrédients, notre pizza contient du vrai fromage. La leur, comme écrit sur la boîte, est une préparation fromagère pasteurisée à la mozzarella, pas du vrai fromage. Pour comparer les calories de chaque produit, 22 g de sucre, 10 g de sucre, 7 g de protéines, 9 g de protéines. Tout en se plaignant ouvertement de la mauvaise qualité des Lunchables. Regarde de près le fromage queso dans Lunchly comparé à l'autre. Coulant contre collant. Je préfère mon fromage bien coulant. Voici la salsa Lunchly. Observe la texture. Et là, c'est Lunchables. C'est trop aqueux, je ne peux même pas le regarder. Ils ont aussi une section dédiée sur le site principal, juste pour montrer à quel point Lunchly est bien plus sain que Lunchables. Internet a explosé à cause de cette collaboration inattendue, et les créateurs de contenu ont commencé à surfer sur la tendance Lunchly, en réalisant des vidéos comme « Je n'ai mangé que du Lunchly pendant une semaine »,« Lunchly contre Lunchables », et même des sketchs humoristiques pour profiter du buzz. Cependant, l'argument santé s'est effondré presque immédiatement lorsque Destiny Moody, diététicienne diplômée et spécialiste certifiée en nutrition sportive ainsi qu'entraîneur personnel, a publié un article intitulé « Lunchly a vraiment énervé cette diététicienne. Voici pourquoi ». Elle a souligné que, malgré son marketing axé sur la santé, Lunchly contenait entre 25 et 35% de ses calories provenant de graisses saturées, soit bien au-dessus de la recommandation de l'USDA qui est de seulement 10% pour les repas scolaires. De plus, chacun de leurs repas contenait entre 12 et 14% de calories provenant de sucres ajoutés, ce qui ne respecte pas la recommandation de l'USDA selon laquelle les repas des enfants ne devraient contenir que 10% de sucres ajoutés, ou moins de calories provenant de sucres ajoutés. Cependant, Destiny n'était pas la seule professionnelle de santé à avoir quelque chose à dire sur Lunchly. Dr Mike, un médecin de famille certifié avec près de 15 millions d'abonnés, a également décidé d'examiner de près les allégations de Lunchly en matière de santé. Lorsqu'il l'a comparé aux véritables normes nutritionnelles pour les repas scolaires, il a découvert un gros problème. Les directives caloriques de l'USDA recommandent environ 625 calories pour un déjeuner d'enfant de la maternelle à la classe de 4e. Celui à la dinde de Lunchly n'en fournit que 230. Ce qui aggrave encore les conséquences. Un enfant devrait manger environ 2,7 portions pour consommer suffisamment de calories. Et s'il faisait cela, il recevrait près de 1300 mg de sodium, ce qui dépasse également largement la norme de l'USDA. La situation a empiré quand le Dr Mike a constaté que Lunchly, bien que présenté comme plus sain, ne respectait pas plusieurs normes nutritionnelles. Moins de 10% des calories devraient provenir des graisses saturées. Pour la dinde Lunchly, 23% des calories proviennent des graisses saturées. Moins de 10% des calories devraient provenir des sucres ajoutés. Pour la dinde Lunchly, 10,4% provient des sucres ajoutés. Et a donné aux téléspectateurs le verdict. Il est clair que Lunchly, tout comme Lunchables, rate la cible trop souvent pour être considéré comme réellement plus sain. Les téléspectateurs du monde entier étaient tous d'accord avec les vidéos du Dr Mike, certains disant des choses comme « Lunchly est plus sain que Lunchables, c'est comme dire que boire 23 bières par semaine est plus sain que d'en boire 24. Techniquement, c'est vrai. Ce n'est pas un repas, peu importe comment on le voit.
c'est nourrir vos enfants avec des cochonneries. Mais ce n'était pas le seul problème avec Lunchly, car un autre docteur a aussi noté que Lunchly mettait en avant les électrolytes comme l'un des ingrédients clés, et l'une des raisons pour lesquelles Lunchly serait bien meilleur que Lunchables. Alors il a décidé de s'exprimer avec un tweet qui est ensuite devenu viral et a obtenu plus de 11 millions d'impressions, disant « Le fait de rebaptiser le sodium électrolyte sera un jour enseigné dans les manuels de marketing ». Le docteur Sutterer voulait dire que le sodium est l'électrolyte principal des boissons énergisantes. Mais au lieu de simplement dire sodium, Prime a préféré parler d'électrolyte, parce qu'en réalité c'était juste du potassium au lieu du sodium. Mais au lieu de répondre sur le plan scientifique, Logan Paul a choisi d'attaquer personnellement l'expert médical, avec un tweet agressif disant « C'est fou qu'un médecin du sport ne puisse même pas faire la différence entre le sodium et le potassium, espèce d'idiot ». En réponse au tweet de Logan, le docteur Sutterer a réalisé une vidéo entière intitulée « La vérité sur les électrolytes Prime et Lunchly », où il a expliqué les bases des thèmes marketing des électrolytes de Prime et Lunchly. Ils annoncent sur le côté de la bouteille qu'il y a 834 mg d'électrolytes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est principalement du potassium. En gros, c'est de l'eau de coco aromatisée. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau de coco. Et c'est de là que provient la majeure partie de ce potassium. En comparant Prime à d'autres boissons énergétiques sur le marché comme Element, lorsqu'on observe de tels extrêmes dans ce que l'on trouve dans ces boissons, il faut se demander ce qui est réellement approprié et ce qui est nécessaire au bon moment. Et il a révélé que Prime n'était même pas efficace comme boisson d'hydratation, contrairement à ce qu'on prétendait. Mais le problème spécifique avec Prime, c'est qu'il n'a pas la quantité de sodium dont vous avez besoin pour une hydratation optimale, surtout en cas de perte de sueur. Le docteur Sutterer a aussi souligné que le vrai problème vient de la manière dont Prime et Lunchly ont été promus. Le problème, c'est que c'est présenté comme une boisson électrolytique d'hydratation optimale, consommée par des athlètes professionnels de haut niveau, qui serait bonne pour vous quand vous faites de l'exercice, bonne pour votre santé, bonne pour votre hydratation. Comment cela induit les acheteurs en erreur? Et donc ils en font la publicité comme si elle avait ses bienfaits pour l'hydratation. Alors qu'en réalité, quand on regarde la science et la composition réelle en électrolytes, ça ne tient tout simplement pas la route. Cependant, les choses se sont nettement aggravées le 20 octobre 2024 lorsque Rosanna Pansino, une célèbre youtubeuse culinaire comptant près de 15 millions d'abonnés, a réalisé une vidéo comparant Lunchly et Lunchables. En ouvrant les deux kits repas pour le test à l'aveugle, elle a trouvé quelque chose de vraiment dégoûtant. Ils sont moisis. C'est de la moisissure. Ce n'est pas sans danger. Les enfants, très jeunes, ne savent peut-être pas à quoi ressemble la moisissure et pourraient la manger. Mais pour aggraver les choses, son équipe venait tout juste d'acheter ses kits Lunchly au magasin. Nous venons tout juste de les acheter au magasin. Il est écrit « à consommer avant le 8 décembre 2024 ». Et aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Donc il devrait rester bon encore 2 mois. En quelques heures, la vidéo a explosé sur les réseaux sociaux, atteignant près de 3 millions de vues. Ce n'était pas un cas isolé. D'autres personnes ont aussi trouvé de la moisissure dans leur repas Lunchly et l'ont signalé sur les réseaux sociaux. Le timing était terrible. Les gens doutaient déjà des allégations santé de Lunchly à cause des experts médicaux et ils voyaient désormais de vraies catastrophes de sécurité alimentaire. Et les commentaires étaient massivement négatifs, avec des gens qui disaient des choses comme « zéro contrôle qualité chez Lunchly » et il est temps de se rebaptiser Moldly. Bien sûr, les fans de MrBeast ne pouvaient pas laisser passer ça facilement, et ils ont commencé à qualifier la vidéo de Pansino de fausse avec des commentaires comme « tu racontes n'importe quoi, tu peux accélérer la croissance de la moisissure, ce que je parie que tu as fait pour attirer les clics. Je pense qu'il est fort probable que tu aies remplacé le fromage par du fromage moisi pour faire du putaclic. C'est pour ça qu'on ne t'a pas vu enlever le plastique en vrai ». Cependant, le tweet suivant de Rosanna Pansino a complètement dissipé tous les doutes sur la qualité de Lunchly, quand elle a dit « J'ai vu beaucoup de fans de MrBeast répandre le mensonge que je faisais semblant dans la vidéo du Lunchly moisi, et que je ne posterai jamais le clip complet sans coupure. Eh bien, le voici. Je suis sûr qu'ils ne croiront toujours pas que c'est réel, mais peut-être que les dizaines d'autres vidéos en ligne montrant de la mozzarella moisie dans des repas Lunchly les convaincront. Encore une fois, faites attention en mangeant ces produits si vous en avez. Oui. Je crois que je t'ai entendu la première fois. Est-ce que c'est le nom? Ceux-ci sont moisis.
Comme ça, la collaboration qui était censée bouleverser le marché des déjeuners pour enfants a fini par ternir la réputation du trio. Beaucoup ont vu cela comme une nouvelle tentative d'un YouTuber de gagner de l'argent, avec des commentaires disant « Ils ne pensent qu'à leur portefeuille, pas à la santé de leurs fans ». Très décevant. Et les YouTubers sont avides d'argent de nos jours. L'ancien YouTube me manque. De la même manière que pour Lunchly, où les problèmes ont commencé au sein même du produit, les conflits de David Dobrik ont également débuté au sein de sa propre équipe. David Dobrik est un YouTuber de divertissement avec plus de 30 millions d'abonnés sur 3 chaînes. Connu pour ses vlogs au montage très serré qui durent exactement 4 minutes et 20 secondes et qui sont construits autour de blagues et de sketchs avec ses amis. Tout son empire YouTube a été construit sur la collaboration avec d'autres personnes, car chaque vidéo met en scène le même groupe d'amis récurrents, affectueusement appelé la Vlog Squad. À son apogée, Dobrik a été honoré dans la liste Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans pour l'année 2021 dans la catégorie des réseaux sociaux. Et il a également été nommé par Forbes comme l'une des stars YouTube les mieux payées de 2020. Tout semblait être un rêve pendant des années, jusqu'en 2021, lorsque la première fissure est apparue après que Seth François, un ancien membre de la Vlog Squad, a déclaré qu'une farce que David Dobrik lui avait faite était une agression sexuelle. Dans un vlog de 2017, Dobrik dit qu'il va faire une farce à François en lui faisant croire qu'il embrasse une autre membre de la Vlog Squad, Karina, qui était censée porter un déguisement. Mais en réalité, il embrassait un autre membre, Nash, qui était cette personne déguisée. En réponse, François a dit qu'il n'avait jamais donné son consentement pour le baiser avec Nash. Et à l'époque, il a dit qu'il n'était pas sûr de ce qu'il en pensait, seulement que ça ne lui semblait pas normal. Après cela, son premier réflexe a été d'avoir une conversation avec Dobrik et Nash à propos de ce qu'ils ressentaient, car ils en étaient la cause. Mais au lieu de reconnaître son traumatisme, il a dit qu'ils lui ont proposé de l'argent pour garder la vidéo en ligne, ce que François a refusé, donc David a dû supprimer la vidéo en conséquence. À peu près à la même époque, un autre ancien membre de la Vlog Squad, Nick Kaswani, a partagé des détails sur sa vie lorsqu'il travaillait avec Dobrik, où il a affirmé que le célèbre vidéaste l'avait harcelé au point qu'il est tombé en dépression et a commencé à avoir des pensées suicidaires. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de ne rien valoir dans ces vidéos. Je me disais, mec, pourquoi est-ce que je suis même là? Quel est le but de mon existence? Est-ce que j'étais juste traité comme ça, comme un punching ball? En plus de ça, il a aussi mis en lumière l'environnement toxique dans lequel David le faisait travailler. Selon Nick, les personnes qui travaillaient avec lui montraient souvent des signes de complexe de supériorité. Mais ce n'était pas tout. Un mois plus tard, une femme sur la chaîne de David Dobrik a déclaré avoir été violée par un membre du Vlog Squad en 2018, le soir où ils ont tourné une vidéo sur le sexe en groupe. Ce membre du groupe est Dom Ziglatas, et dans des interviews avec Insider, la victime a accusé Ziglatas de viol pour avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était tellement sous l'emprise de l'alcool qu'elle ne pouvait pas donner son consentement. Ce qui a empiré la situation, c'est quand elle a révélé que des membres du Vlog Squad avaient donné de l'alcool à elle et à ses amis, trop jeunes pour en acheter. Le même jour, Dobrik a publié une courte vidéo sur son podcast Views intitulée « Parlons-en », dans laquelle il a présenté ses excuses à Seth et Nick, tout en mentionnant subtilement quelque chose à propos de l'accusation de viol contre Dom. Et avec des personnes dans ma vie avec qui je ne filme plus, comme Dom et les autres personnes avec qui je ne filme plus, j'ai choisi de prendre mes distances parce que je ne suis pas en accord avec certaines de leurs actions. Et je ne le suis pas. Je ne tolère aucune forme de mauvaise conduite. Et j'ai été vraiment déçu par certains de mes amis. Après les allégations, David a commencé à perdre des fans et des sponsors à un rythme rapide. Et depuis, il a quitté l'application photo Dispo qu'il a cofondée. Spark Capital, qui avait mené une importante levée de fonds pour Dispo par le passé, a également rompu ses liens avec lui, tandis que HelloFresh, EA Sports et Dollar Shave Club ont aussi pris leur distance avec David. Puis, 10 jours après les allégations, YouTube a démonétisé ses chaînes. Et selon le commentateur YouTube Def Noodles, David a perdu plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne principale depuis la publication de sa vidéo d'excuses, ce qui suggère que ses excuses n'ont pas été bien reçues. Mais 2021 n'en avait pas encore fini avec David. En avril, un membre du Vlog Squad, Jeff Wittek, a publié une vidéo intitulée « Comment je me suis cassé le visage, ne faites pas ça chez vous », qui comprenait des images d'un vlog tourné en juin 2020 dans l'Utah.
David conduisait une pelleteuse pendant que Jeff se balançait au-dessus d'un lac peu profond, accroché à une corde attachée à son bras. L'incident s'est produit lorsque David a fait tourner le bras trop vite et l'a arrêté brusquement, ce qui a projeté Jeff directement contre le côté de la machine à cause de l'élan. Les blessures que Wittek a subies comprenaient une fracture du crâne, de multiples fractures faciales et il a failli perdre un œil, ce qui a nécessité une opération majeure. À la suite de cet incident, Jeff a déclaré qu'il avait perdu des revenus et une capacité de gain et qu'il avait accumulé de nombreuses factures d'hôpital importantes. Il a poursuivi David pour négligence générale, réclamant plus de 10 millions de dollars de dommages. Et au plus fort de toutes ces controverses, David a choisi de faire une pause. Bien qu'il ait continué à publier sur Snapchat, il n'est revenu sur YouTube que 4 ans plus tard, en 2025. Bien que son audience soit toujours de plusieurs millions, ce n'était qu'une fraction de son ancienne audience. Et le nom David Dobrik, qui avait été synonyme de certaines des vidéos les plus regardées sur YouTube, est devenu plus associé à ces scandales qu'à tout ce qu'il avait créé. Alors que les controverses de David provenaient de l'environnement toxique qu'il avait créé, Jason et Pokimane se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Le 1er avril 2025, David Anthony Burke, connu professionnellement sous le nom de David, un artiste indépendant dont le premier album studio a atteint la 13e place du Billboard 200 aux États-Unis, a sorti un clip pour une chanson intitulée What Are You Waiting For? Le clip faisait apparaître Jason DeWin et Pokimane dans de brèves apparitions. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Jason Wen, connu en ligne sous le nom de Jason DeWin, est un YouTuber et les streamers avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et plus de 2 millions de followers sur Twitch. Pokimane est une YouTubeuse et streameuse encore plus populaire avec plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 9 millions de followers sur Twitch. Mais leur collaboration ne s'est pas limitée à de simples apparitions dans des clips musicaux, puisque Jason a également invité David sur quelques streams Twitch avec Pokimane, et ils ont même joué ensemble à Coachella en 2025. Mais ce qui est arrivé ensuite a tout arrêté. Tout a commencé tôt le matin du 8 septembre 2025, lorsqu'un employé d'une fourrière passant près de la Tesla de David a remarqué une odeur nauséabonde. Il a alerté les détectives de la police de Los Angeles de ses inquiétudes, après quoi un détective, partageant ses soupçons, a obtenu un mandat de perquisition puis a ouvert le coffre. Ce qu'il a découvert, c'était le corps d'une personne décédée qui s'est avérée être Céleste Rivas Hernandez, une jeune fille de 14 ans qui entretenait une relation sexuelle avec David en novembre 2023, alors qu'elle avait 13 ans et que David en avait 18. Avant sa mort, Céleste avait confronté David à ses relations avec d'autres femmes. Après cela, il a menacé de rendre leurs relations publiques pour nuire à sa carrière et à son image. Après l'incident, David a fait l'impensable et a commandé un Uber pour transporter Céleste de chez elle jusqu'à sa résidence. Puis, peu de temps après son arrivée, on pense que David l'a poignardée à plusieurs reprises et n'a fait aucun effort pour lui sauver la vie. Après cela, David a acheté 2 tronçonneuses en ligne qu'il a utilisées pour démembrer le corps de Céleste dans une piscine gonflable. C'est ce qu'affirment les procureurs, ajoutant que son ADN a été retrouvé dans son garage. Le 16 avril 2026, David a été arrêté. Après quoi, il a été officiellement inculpé de meurtre au premier degré, d'abus sexuels continus sur un enfant de moins de 14 ans et de mutilation illégale de restes humains. Cependant, plusieurs mois avant l'arrestation, Jason est passé en direct et a défendu David. Il n'a pas tué personne, il est en tournée. Il a littéralement donné un concert hier, frère. T'as vu les vidéos qu'il fait? Il y a aucune chance qu'il ait tué quelqu'un, il a été piégé, c'est tout. Il a été piégé? Ou, selon ma théorie, quelqu'un a tué quelqu'un, a volé la voiture de David et a laissé le corps dans le coffre. Puis, le 19 septembre, lorsque les tatouages assortis et d'autres preuves sont devenus publics, Jason a de nouveau abordé le sujet. Cette fois en choisissant de ne pas prendre le parti de David. Tout d'abord, je veux retirer ma déclaration. Évidemment, l'autre jour, je défendais David. Avant que toutes les nouvelles preuves ne sortent. Je n'approuve rien de ce que David a fait ou est en train de faire. D'accord, c'est diabolique et c'est tout simplement incroyable. Pokimane a également publié sur X qu'elle était aussi choquée et bouleversée que tout le monde. Mais Internet n'était pas de cet avis. Comme l'a posté un compte X nommé KickChamp, Jason DeWin était la personne la plus proche de David avant les accusations portées contre lui et pourrait éventuellement être un suspect. Et Jason DeWin et Pokimane sont directement impliqués dans l'affaire de meurtre de David, car ils ont tourné un clip vidéo avec lui où il simulait un meurtre. En réponse à l'accusation, Jason et Pokimane ont immédiatement réagi.
Je vais contacter Poki, mec. On va te faire 2 procès, enfoiré. On va te poursuivre 2 fois, fils de pute. Et bien qu'aucun d'eux n'ait rien fait de mal, ils ont été entraînés dans un cycle médiatique qui a utilisé leur nom comme accroche pendant des mois, parce que David était le musicien le plus recherché sur Google en 2025. Mais pour Jason, c'était pire, puisque son nom était désormais associé de façon permanente à un meurtre et à la pédophilie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement les suivantes, alors abonnez-vous.